semble que la famille de l'adolescent décédé du Mississippi, Nolan Wells, soit sur le point de intenter une action en justice d'ampleur. Et ils ont réagi hier soir à un récit provenant de l'un des prétendus amis de Nolan. Et il y a un autre ami de Nolan qui a également intenté une action en justice contre ce qu'il affirme être de fausses informations. Il y a beaucoup de choses à aborder et nous allons en parler tout de suite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Je pense que nous venons de recevoir des signes majeurs indiquant que la famille de Nolan Wells est sur le point d'engager une action en justice. Un procès. Et ils ont également accordé une interview à mon collègue Chris Cuomo hier soir, ce qui met beaucoup de choses en perspective. Nous devons en parler aussi. De plus, il a été rapporté qu'un ami de Nolan engage une action en justice contre ce qu'il affirme être de fausses informations à son sujet. Alors souvenez-vous de ce dont nous parlons ici, Nolan Wells. 18 ans, n'est-ce pas? De Motion Springs, Mississippi, il était étudiant à l'université, joueur de football américain. Le week-end du 4 juillet, il est parti avec un groupe d'amis sur Horn Island, cette île barrière au large de la côte du Mississippi. C'est un endroit isolé, n'est-ce pas? Aucun développement commercial n'existe là-bas, accessible uniquement en bateau. Il a disparu à un moment donné. Sa disparition a été signalée cette nuit-là, déclenchant une vaste opération de recherche. 2 jours plus tard, le 6 juillet, son corps a été retrouvé sur l'île. Mais ce qui lui est arrivé reste une question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre, du moins publiquement pour l'instant. Les résultats de l'autopsie indépendante de la famille indiquent que la cause et les circonstances du décès de Nolan sont indéterminées. Nous en parlerons un peu plus. Nous attendons également les résultats du médecin légiste officiel de l'État, y compris les rapports toxicologiques. La famille mène sa propre enquête, dirigée par l'avocat des droits civiques Ben Crump. Depuis notre dernière discussion, il y a eu des nouveautés dont je veux parler. J'ai beaucoup de questions et de sujets à aborder. J'invite l'ancien procureur de Palm Beach, Dave Aronberg, à en discuter avec moi sur le plateau. Dave, ravi de te revoir. Tu as aussi ta newsletter Substack, n'est-ce pas? Oui, sur Dave Aronberg et sur YouTube, officiel Dave Aronberg ou S-Dave. Tu ne devrais pas le savoir? Ouais, je Tu l'ai ne devrais pas le probablement savoir? dit. Mets-le dedans, ça ira. Comment tu ne connais pas ton propre produit? Bref, je dois parler de ce qui s'est passé hier soir. Donc je me prépare à faire mon émission sur News Nation, et il y a eu 2 grands événements qui se sont produits avant. 2 grandes émissions qui ont eu lieu. Donc mon collègue sur News Nation, mon pote Chris Cuomo, a interviewé Christine et Elmore Wansley, parents de Nolan, accompagnés de leur avocat Ben Crump. Et les 2 choses qui m'ont vraiment marqué concernant l'enquête étaient les suivantes. Donc Tracy et Shepard, dont nous avons déjà parlé, soi-disant les amis de Nolan, se sont exprimés sur l'émission YouTube d'Officer Tatum. Et il avait déjà été interviewé par d'autres médias. Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Nolan. Sur l'émission d'Officer Tatum, il a dit que la mère de Nolan avait déclaré à la télévision ne pas le connaître, ce qu'il a qualifié de totalement faux, affirmant avoir rencontré Nolan en 3e et que Nolan était son meilleur ami. Leur groupe d'amis étant issu de diverses origines ethniques, cela contredit l'idée que la race ait joué un rôle dans ce qui est arrivé à Nolan. Hier soir, chez Cuomo, Chris a demandé à Elmore s'il connaissait Treston. Elmore a répondu « Non, je ne le connais pas. Ce n'est pas parce que tu gares ton véhicule chez quelqu'un que cette personne doit te connaître. » Maintenant, Tatum, encore une fois, ce YouTuber qui suit toute cette histoire et qui commente les développements, il est ensuite passé dans l'émission de Katie Pavlich, plus tard dans la soirée. Il a déclaré « C'est très déroutant. Je ne comprends pas pourquoi un jeune homme, se disant ami, serait autant ému en parlant de Nolan, allant jusqu'à pleurer hors caméra. J'ai eu l'impression que c'était sincère. » Tatum a précisé ne pas connaître la famille et ne peut donc pas confirmer ce qui se passe, ni l'origine du conflit de récit. Il a néanmoins déclaré, je cite, « Je ne sais pas s'ils sont sincères, parce qu'on ne connaît pas toujours les amis de ses enfants. » Dave, où en sommes-nous à ce sujet? Eh bien, il est vrai que les parents ne connaissent pas forcément les amis de leurs enfants. Il y a eu un différend ici entre la famille et les amis. Vous vous souvenez qu'il y a eu des rapports selon lesquels la famille a essayé de récupérer les affaires de Nolan, les clés, auprès des amis. Et puis, selon certaines informations, la famille, les parents, je crois que c'était le père ou la mère. Je crois que c'était le père. S'est plaint qu'un des amis était indifférent à lui rendre les clés de Nolan qui avaient été laissées. Et puis, il y a la question de savoir pourquoi les amis avaient le téléphone de Nolan. Eh bien, pour moi, c'est facile à expliquer. Parce qu'on n'emmène pas son téléphone dans l'eau avec soi. Donc, depuis le début, il y a eu ce type de tension entre la famille et les amis. Mais si on regarde cela dans l'ensemble, il n'y a toujours aucune preuve qu'il y ait eu un acte criminel. Ma question est juridique. Je parlerai du téléphone dans un instant. Ben Crump, en ayant discuté lors de l'entretien, si vous allez faire des interviews, si vous allez diffuser un récit, cela pourrait vous exposer à un risque potentiel, notamment juridique. L'autre façon de voir les choses, c'est que si vous n'aviez vraiment rien fait,
et que vous n'aviez vraiment rien à cacher, vous ne feriez pas ces interviews. Donc, je suis juste curieux. Le fait qu'il fasse ces interviews, lui, Warren Hudson, est-ce que cela vous suggère qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ça? Qu'il n'y a aucun lien ici? Qu'ils disent toute la vérité? Ils me semblent crédibles parce qu'ils font pas ça avec un avocat à côté d'eux. Leurs déclarations sont spontanées. On dirait qu'ils parlent parce qu'ils avaient vraiment de l'affection pour Nolan. Ils étaient de très proches amis. Et ils n'aiment pas qu'on raconte qu'ils sont ce groupe raciste qui voulait tuer quelqu'un qu'ils aimaient. Donc, Ou indifférent j'y à ce crois. qui s'est passé, le laissant derrière eux. Ou indifférent. Eh bien, selon les informations relayées, que la raison pour laquelle Nolan n'est pas monté dans le bateau, c'est parce que le bateau prenait l'eau. Et il y avait aussi la fille à qui apparemment Nolan parlait. Ça arrive. Tu es là avec un groupe d'amis, sur plusieurs bateaux. Et si un bateau part et prend l'eau, tu peux facilement dire « Eh bien, je vais simplement monter dans un autre bateau. » Parlons du téléphone un instant. Donc Ben Crump, encore une fois, il était avec Cuomo, il a parlé du téléphone. Il y a donc beaucoup de discussions sur le fait que Nolan aurait apparemment laissé son téléphone derrière lui. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Des données ont-elles été effacées du téléphone? L'ami supposé de Nolan, Warren Hudson, l'a déclaré à Brandon Tatum dans l'émission YouTube. Il n'y avait aucune raison pour que nous touchions au téléphone de Nolan. Personne n'a touché au téléphone de Nolan. Si aucun d'entre nous n'a touché au téléphone de Nolan, alors vous savez qu'il n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit supprimé. Ben Crump a dit à Cuomo hier soir, je cite, « Sa mère a appelé son téléphone à plusieurs reprises sans réponse. » Cela pose des questions. Nous voulons juste des réponses. Si c'est vrai, c'est intéressant, non? Les amis n'auraient-ils pas décroché? Peut-être. Je sais que Ben Crump est honorable. Je comprends pourquoi la famille, Ben Crump et le révérend Al Sharpton s'inquiètent du manque de transparence. Mais le fait que personne n'ait décroché ne prouve pas un acte criminel. Ce téléphone était apparemment sur le bateau sans Nolan. Et il aurait pu sonner. Il aurait pu être en mode silencieux et les gens n'ont peut-être pas su que le téléphone sonnait. Et aussi, nous ne connaissons pas les faits. Par exemple, la famille a dit que les vidéos et les photos de Nolan avaient disparu et c'est suspect, mais il n'y a aucune preuve de cela. Nous n'en sommes pas certains. Donc nous avons parlé de cela hier, je vais en reparler. La mère de Nolan, Christine, semble avoir déposé ses assignations pour obtenir tous ses dossiers de TikTok, Snapchat, WhatsApp, Meta, Live 360. Ils sont impliqués dans l'affaire de succession de Nolan Wells, dont elle serait l'administratrice. Et ces assignations cherchent à obtenir des informations de compte, des informations d'abonnés, des noms d'utilisateurs, des numéros de téléphone, des adresses IP, des communications, des photos. Quelle est l'importance de tout cela? Quelle réponse pourrait-il obtenir en assignant ces dossiers? Et d'ailleurs, existe-t-il un argument ou un mécanisme juridique permettant à ces entreprises de refuser de transmettre ces informations? Certaines entreprises exigent une assignation émanant des forces de l'ordre pour fournir ces informations. D'autres entreprises pourraient estimer qu'une demande d'avocat lors d'un procès civil, comme une assignation, suffit pour fournir des documents ou vidéos. Faut-il d'abord intenter une action en justice? Si vous voulez soumettre une assignation, oui, vous allez devoir le faire. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. En prévision d'un litige. Vous pouvez rédiger ce qu'on appelle une lettre de préservation, puis c'est aux entreprises de conserver les éléments concernés. Si elles ne le font pas, elles risquent des problèmes lors d'un procès car elles ont été averties mais détruisent des preuves potentielles. Cela a plus de poids s'il s'agit d'une enquête criminelle et qu'un avocat privé intervient. Même si vous obtenez ces informations, ce n'est pas forcément une preuve irréfutable.
mais cela aiderait à savoir si des vidéos potentiellement incriminantes ont été supprimées. Et c'est pourquoi je ne suis pas aussi préoccupé par ce différend concernant la suppression ou non des vidéos, ou si le téléphone de Nolan a été effacé ou non, car cela peut être facilement déterminé. Il suffit des métadonnées stockées dans le cloud, ce n'est plus comme dans les années 1970. Je me demande donc si un procès approche. Je l'ai évoqué, puis un nouveau développement est survenu. Selon le magazine People, un avis de préservation des preuves, comme vous venez de le mentionner, a été envoyé par la famille de Nolan, aux familles des amis de Nolan et à différents organismes ou agences d'enquête. Une lettre obtenue indique « Vous avez l'obligation légale immédiate de conserver tous les éléments de toute nature en votre possession, sous votre garde ou sous votre contrôle, pouvant être pertinents pour les demandes ou moyens de défense. Cette obligation ne concerne pas seulement vous, mais aussi les membres de votre famille. » Et selon les informations rapportées par People et ABC News, une a même été envoyée à Ashley Cole, juge dont le fils aurait été avec Nolan Wells ce jour-là. Il pourrait intenter un procès. Mais en quelle qualité? Contre qui et pour quel motif? Cela peut être une action pour décès injustifié. Rappelez-vous, lorsque vous poursuivez quelqu'un pour meurtre ou homicide, vous devez le prouver hors de tout doute raisonnable. Mais si vous engagez une action en justice pour décès injustifié ou coups et blessures, vous devez simplement le prouver selon la prépondérance des probabilités. Est-ce plus probable que le contraire? Une norme plus basse, oui. Une norme plus basse, n'est-ce pas? O.J. Simpson a été acquitté car la norme au-delà de tout doute raisonnable était élevée, mais jugé responsable des décès de Nicole Simpson et Ronald Goldman. Norme plus basse. Donc, ce que la famille fait ici, c'est ce qu'elle a déjà fait avec l'autopsie indépendante. Ils ne font pas forcément confiance à ce que fait le gouvernement. Donc, ils disent « Nous allons mener notre propre enquête, l'autopsie indépendante, qui n'a pas donné de résultats concluants. Nous ne pensons pas que des poursuites pénales seront engagées. Donc, nous mènerons notre propre enquête via un procès avec des avocats privés. » D'où la lettre de conservation des preuves. Donc, en d'autres termes, par le biais de la procédure de communication des pièces, par l'échange de documents, par les auditions sous serment, ce genre de choses. Pensez-vous que cela pourrait potentiellement leur apporter les réponses qu'ils recherchent? Je pense qu'ils obtiendront les réponses grâce à l'enquête criminelle, car cette enquête n'est pas très transparente. Mais c'est assez normal avec les enquêtes criminelles. Et le procureur a dit qu'ils allaient produire des éléments une fois qu'ils les auront examinés devant un grand jury. Ils vont présenter les informations à un grand jury, puis ils publieront l'autopsie, le rapport toxicologique. Toutes ces choses sont pertinentes. Donc, une fois que l'enquête sera terminée, tout le monde pourra la voir. S'il y a une affaire, tout le monde pourra la voir aussi. Je pense qu'ils veulent simplement s'assurer que tout est fait dans les règles et que tout est vérifié. Mais au final, je doute qu'ils obtiennent plus d'informations que celles issues de l'enquête criminelle. Concentrons-nous un instant sur ce qu'impliquerait un procès. Quelle serait la plainte? Une action en responsabilité pour la mort de Nolan. X, Y et XYZ, vous avez causé sa mort. Ou vous l'avez laissé seul et il est mort. Est-ce qu'il y a là un fondement juridique recevable? Et aussi, ont-ils un recours contre les forces de l'ordre? C'est beaucoup plus difficile de poursuivre les forces de l'ordre. Elles bénéficient de l'immunité souveraine. Mais vous pouvez poursuivre des amis. Les citoyens privés n'ont pas ce genre d'immunité. Vous pourriez les attaquer pour négligence coupable ou simplement pour négligence. Vous avez violé votre devoir de diligence si vous pouvez établir qu'il y avait un devoir de diligence. Mais au final, ce n'est pas si simple, parce que si vous n'avez pas de véritables preuves, si vous partez juste à la pêche aux informations, alors les assignations à comparaître, les avis d'audition sous serment pourraient être annulés par le tribunal. Il pourrait dire « Non, non, vous ne pouvez pas sans preuve » pour poursuivre des gens. La première chose que le défendeur fera sera de déposer une requête en irrecevabilité en disant « Même si vous dites que tout est vrai, cela n'étaye pas les demandes ni les fondements juridiques invoqués. » Y a-t-il un fondement juridique? Lequel? Ce que vous exposez dans la plainte doit l'être. Vous devez avoir une base sur quelque chose, d'accord? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des allégations et ensuite, le juge peut la rejeter s'il n'y a rien de concret. Si le juge ne le fait pas, il y a la phase de communication des pièces et ils peuvent obtenir les informations qu'ils estiment avoir manqué. Je pense vraiment qu'ils auront tout cela. Cela prendra un peu plus de temps que souhaité et cela vient de l'État. L'un des autres développements juridiques, c'est qu'il y a cet ami présumé de Nolan Wells, Bart Edmondson Jr., il s'y retrouvait pris entre deux feux à cause d'enquêteurs amateurs sur Internet. Certains ont supposé un lien avec la jeune femme évoquée par Dave et moi, celle avec qui Nolan aurait discuté, voire séjourné sur l'île, qu'ils étaient liés de façon romantique. Son avocat, oui, il a un avocat, affirme que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la jeune femme en question. Et voilà le problème. Edmondson poursuit légalement ceux qui l'accusent de propager de fausses informations sur lui. Dans une déclaration à Law and Crime, il est dit, je cite, « Après une semaine d'accusations fausses et diffamatoires d'une gravité extrême contre Bart Edmondson Jr. Des accusations qui ont entraîné d'incroyables menaces de mort, qui sont maintenant en cours d'enquête par le FBI, la famille Edmondson a publié une déclaration concernant la connaissance de leur fils et sa coopération dans l'enquête sur Nolan Wells. Veuillez consulter la déclaration et la mise en demeure et l'avis de préservation des preuves
envoyé aujourd'hui à une influenceuse, en vue d'une action en diffamation. Mon cabinet représente ta famille. Pour toute question, contactez cette adresse. Voici la déclaration de la famille Edmondson sur l'enquête Nolan Wells, la diffamation et les menaces. La famille Edmondson présente ses sincères condoléances à la famille de Nolan Wells pour leur perte tragique. Les récentes attaques ciblées contre notre fils, Bart Jr., rendent désormais notre silence impossible. Des centaines d'habitants de la côte du golfe du Mississippi se sont rendus sur Horn Island pour célébrer la fête du 4 juillet. De retour de l'université, Bart Jr. était là. Il a conduit son bateau vers Horn Island, puis l'a ramené. L'après-midi du 4 juillet, un bateau voisin est tombé en panne, comme nous venons de le dire. Bart Jr. a donné des conseils et une aide directe au bateau en difficulté. Dans ce cadre, il est monté à bord du bateau en détresse, a retiré le bouchon de Nable, puis est remonté sur son propre bateau et a remorqué le bateau en détresse sur une courte distance, permettant à l'eau accumulée de s'écouler. Bart Jr. pense que plus de 20 passagers étaient répartis sur les deux bateaux pour assister à ces événements. Il ajoute que, lorsque la disparition et la mort de Nolan ont été révélées, Bart Jr. a coopéré librement et pleinement avec les forces de l'ordre qui enquêtaient sur la tragédie. Il a participé à des entretiens, répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et partagé tous ses souvenirs du 4 juillet 2026. Bart Jr. a dressé une liste de témoins potentiels, autorisé l'accès à son téléphone et demandé aux forces de l'ordre de récupérer les photos et vidéos prises ce jour-là. Il a également autorisé l'inspection de son bateau et de son appareil GPS. À aucun moment de cette procédure, Bart Jr. n'a été identifié comme suspect dans la mort de Nolan. Cela n'a pas empêché les gens de se livrer à de dangereuses spéculations, ni stopper les pures inventions. Cette semaine, Bart Jr. est accusé par des milliers d'inconnus sur Internet qui ignorent tout de lui et des faits, sans se soucier de notre communauté ni de la vérité. Nous avons engagé un avocat pour poursuivre ceux qui propagent des mensonges sur lui ou notre famille. La première mise en demeure et demande de préservation de preuves est envoyée aujourd'hui à un internaute responsable de nombreuses fausses accusations contre Bart Jr. Cet utilisateur a partagé des photos de notre maison, notre adresse et des terrains, et des informations sur notre travail, tout en affirmant faussement, à travers diverses vidéos et publications, que Bart Jr. est un suspect, qu'il a causé ou contribué à la mort de Nolan, ou qu'il est impliqué dans une dissimulation de la mort de Nolan. C'est une combinaison toxique dans un environnement chargé d'émotions. Aucune de ces affirmations n'est vraie. Pour illustrer, nous possédons une copie de la lettre de mise en demeure qui précise « Chère Madame Lee, j'ai été mandaté pour représenter Bart Edmondson Jr., résident du Mississippi, en réponse à diverses déclarations fausses et diffamatoires. Vous avez publié sur des réseaux sociaux sous votre contrôle, y compris, mais sans illimité, les comptes Facebook et Instagram au nom de Kimbra Lee. Nous avons également identifié 2 pseudonymes potentiels, dont Suzanne Spicer et Lauren David. Dave, qu'en penses-tu? Je veux dire, c'est une sacrée déclaration. Encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit plus tôt. S'il avait vraiment quelque chose à voir avec ça, s'il avait quelque chose à cacher, je ne sais pas si tu intenterais une action en justice où tout cela pourrait être révélé. C'est la phase de communication des preuves. Attention, si tu engages ces poursuites, tu t'exposes à la communication des preuves, aux interrogatoires sous serment et à la production de documents. Donc, le fait qu'ils prennent l'initiative, encore une fois, me fait penser qu'ils sont sincères et crédibles. Et je ne crois pas que ce jeune homme ait quoi que ce soit à voir avec ça. Mais lui et d'autres ont été traînés dans la boue par des gens qui ont un agenda, qui veulent obtenir des clics et des likes, qui veulent monétiser cela et qui profitent d'une situation terrible. Donc je les félicite de faire cela parce qu'en fait, je crois que ce qu'ils font est la bonne chose à faire. D'une manière générale, si une action en justice est engagée dans le cadre d'une enquête sur un décès, qu'il s'agisse potentiellement de l'action de la famille ou d'une action comme celle-ci, est-ce que cela complique le travail des enquêteurs? Est-ce que cela complique le travail des procureurs? Oui, c'est un bon point car en commençant les entretiens, cela peut entrer en conflit avec ceux de l'État qui mènent ses propres entretiens. Si les témoins sur lesquels vous comptez déclarent autre chose lors d'une déposition civile, mon Dieu, n'est-ce pas? Ou si, lorsqu'on parle d'une enquête criminelle, cela viendrait généralement en premier, car si l'enquête ou le procès civil passe d'abord, les procureurs au pénal engagent moins souvent de poursuites. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre et les procureurs refusent d'être instrumentalisés dans une affaire civile. Donc s'il y a... Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, par exemple, s'il y a actuellement une enquête criminelle en cours,
et que tout à coup, tu vois des poursuites civiles engagées. Les forces de l'ordre et les procureurs peuvent examiner cela et dire « D'accord, sommes-nous utilisés comme moyen de pression qu'ils engagent des poursuites civiles et nous disent ce qu'on veut pour qu'on fasse pression sur les défendeurs afin d'obtenir un accord? » Je suis désormais avocat privé. Des clients viennent avec des différends contre d'autres entreprises, demandant d'impliquer les forces de l'ordre et de poursuivre en justice. J'explique que si nous attaquons en justice d'abord, quand nous le présentons aux forces de l'ordre, ils vont dire « Vous voulez qu'on se joigne à vous pour que vous ayez un avantage dans votre procès civil? Non, merci. » Donc, il faut faire attention au timing. Et aussi, d'ailleurs, toi et moi savons tous les deux que s'il y a un litige en cours, si cela va jusqu'à un procès, n'est-ce pas? Encore une fois, nous n'avons aucune raison de soupçonner qu'il y a eu intervention criminelle à ce stade. Nous ne connaissons aucun suspect. Mais le procureur a indiqué, du moins à travers Ben Crump, d'après ce qu'a dit Ben Crump, que cela pourrait aller devant un grand jury pour un éventuel dépôt de charges criminelles. Si cela devait aller jusqu'à un procès pénal, lors du contre-interrogatoire, certains témoins se voient demander « N'avez-vous pas un intérêt ?» Exactement. En raison de votre procès en cours. Cela peut aussi nuire à la crédibilité de témoins qui seraient autrement très crédibles. C'est ça. T'imagines le contre-interrogatoire? Vous poursuivez cette personne pour de l'argent? Oui. Maintenant, ça, c'est de la mise en cause de crédibilité, non? Ou bien, avez-vous un intérêt financier dans tout ça? C'est de la mise en cause de crédibilité. C'est une autre raison pour laquelle les procureurs diraient « Ralentissez de ce côté-là. Laissez-nous faire notre travail avant que vous ne vous impliquiez. » D'un point de vue juridique, c'est un cas qui a pris une ampleur particulière. Il y a de nombreux commentateurs en ligne, beaucoup de théories et beaucoup de spéculations. Je vais en parler maintenant, car on pense au harcèlement potentiel. Les gens sont très passionnés par cette affaire, ce qui se comprend. Mais des gens auraient proféré des menaces. À part la personne que je viens de mentionner, il a été rapporté qu'une autre amie a reçu des menaces, que la mère de l'un des jeunes hommes là-bas, je parle d'Ashley Cole, a reçu des menaces. Christine, encore une fois, la mère de Nolan, aurait apparemment été harcelée. De mauvais avis sont publiés sur son lieu de travail, des messages menaçants, des courriers harcelants. D'abord, est-ce que ça t'étonne de voir ça à notre époque, ou dans notre univers du true crime? Et ensuite, où est la limite? Où se situe la limite entre la liberté d'expression du premier amendement et la responsabilité légale quand on la dépasse? Eh bien, les menaces de mort sont illégales. Les menaces de violence, illégales. Le chantage est illégal. On voit ça très souvent maintenant, ça fait malheureusement partie de notre culture. Et nous l'avons vu dans l'affaire Karen Reed, où il y a la famille de la victime, il y a des gens dans la maison, des innocents, qui à ce jour sont calomniés, harcelés et menacés. Et je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Et Internet transforme n'importe quel guerrier du clavier dans le sous-sol de sa mère en une personne très courageuse, très brave, jusqu'à ce qu'elle sorte en public. Et ensuite, il ne dirait jamais en face ce qu'il dirait derrière ton dos, sur un clavier d'ordinateur, sous le couvert de l'anonymat d'Internet. On constate cela de plus en plus et il faut sanctionner. Les procès en diffamation peuvent donc s'appliquer dans ces cas. Mais c'est difficile, car face à une personnalité publique, il faut prouver ce qu'on appelle l'actuelle malice. Ces plaignants et amis de Nolan Wells ne sont pas des personnalités publiques. Ils auront donc plus de facilité à gagner un procès en diffamation. Si tu es un commentateur en ligne et que tu dis que cette personne devrait être examinée ou qu'il y a des choses suspectes à son sujet, à quel moment cela relève-t-il du domaine juridique? Faut-il faire une déclaration fausse et définitive, comme dire que cette personne est un meurtrier ou a commis tel acte? À partir de quand dire qu'une personne doit être examinée et qu'il y a des questions autour d'elle n'est pas attaquable en justice? Où est la limite? Tu vois, ça c'est au jury et au juge de décider. Mais tu n'obtiens pas l'immunité simplement en utilisant des mots comme soi-disant. Ouais. Je pense que ce type est un agresseur sexuel d'enfants. Ça ne t'immunise pas. C'est pas comme si tu disais ces mots et que ça disparaissait. C'est toujours de la diffamation. Répéter une fausse déclaration te rend responsable. Même si tu dis « il a été rapporté que », comme si tu l'avais formulé toi-même. Je suis content de t'avoir ici parce que cette autopsie, je pense, va être essentielle. La semaine dernière, Ben Crump a évoqué lors d'une conférence de presse les résultats limités de l'autopsie indépendante en raison de l'état du corps de Nolan. Certaines parties de la gorge et du cou manquaient, retirées par le médecin légiste de l'État. Maintenant, il est important de noter que ce n'est pas inhabituel. Cela peut arriver. Il semble qu'ils effectuent des tests, n'est-ce pas? Ils recherchent des traumatismes. Ils vérifient s'il y a eu noyade. Dites-moi ce qu'on peut attendre du médecin légiste de l'État et du rapport toxicologique s'ils effectuent ces prélèvements. Est-ce que cela signifie pour vous qu'ils vont avoir une réponse sur ce qui est arrivé à Nolan? Ou bien, étant donné que cela s'est passé, vous savez, apparemment dans l'eau, décomposition, ils pourraient ne pas tout savoir.
Ils font tout leur possible pour obtenir des réponses aussi concluantes que possible. Mais lorsqu'il s'agit d'une noyade, oui, il est possible qu'ils disent que c'est non concluant parce qu'il n'y a actuellement aucun signe de traumatisme contondant. Il n'y a pas de On observe une lacération sur le rougeur scanner à avec l'arrière de la certains. tête. Ils devront expliquer ce que cela pourrait être. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est selon le médecin légiste, le pathologiste engagé par la famille. La famille a engagé son propre médecin légiste, qui a bien fait son travail en déclarant le résultat non concluant. Ils auraient pu choisir quelqu'un avec un avis déjà fixé. Mais au lieu de ça, il a dit, vous savez, on ne peut pas. Et il semble que la réponse la plus simple soit la bonne ici, c'est-à-dire, et je vais attendre que les rapports sortent. Mais pour l'instant, cela ressemble à une noyade accidentelle. Et c'est tragique, mais j'ai aucune preuve d'acte criminel. Pour revenir là-dessus, j'ai parlé à quelques médecins légistes. Ils affirment tous que le travail du docteur était excellent. Cela pourrait être deux choses différentes. L'une venant de la décomposition. La rougeur pourrait être une blessure contondante, car un corps ne présente pas d'échymose comme cela après la mort. Donc, deux interprétations possibles. Je veux maintenant revenir sur ce que vous venez de dire. Même s'il s'agissait d'une noyade accidentelle, et j'en ai parlé hier, il y a des rapports selon lesquels il aurait pu être fortement intoxiqué. Personne n'a rien vu. Toutes ces personne n'a rien vu. Personne n'a sauté à l'eau pour aider. C'est cette partie-là qui me bloque. N'est-ce pas tout aussi fou d'avoir toutes ces personnes-là et qu'aucune ne voit une attaque, un acte de violence physique contre quelqu'un qui apparemment était populaire auprès de tout le groupe? Pas une seule vidéo. Personne n'a rien allégué. À moins que les forces de l'ordre aient toutes ces informations, alors ils ne les ont tout simplement pas encore publiées. À moins qu'ils disent « Nous avons plusieurs témoignages concernant une attaque. Nous avons plusieurs personnes qui ont vu Nolan se noyer. » Mais est-ce qu'ils les publieraient maintenant pour essayer de calmer cette histoire? Ou bien disent-ils « Écoutez, nous ne pouvons pas encore parce que l'enquête est en cours. » Dans ce genre d'affaires où circulent tant de théories du complot, il devrait être plus transparent. Mais les gens ne savent pas garder de secret. Comme disait Mark Twain, deux personnes peuvent garder un secret si l'une d'elles est morte. Si c'était le cas, si des gens avaient vu quelque chose, on pourrait penser que ça aurait fini par se savoir. Donc, il semble qu'il se soit noyé dans un endroit où personne ne regardait ou que personne ne l'a remarqué, malheureusement. Mais s'il y avait eu une attaque, de la violence, avec plusieurs personnes impliquées dans une bagarre, oui, quelqu'un aurait vu, entendu ou même filmé la scène. Pour moi, ça veut dire que ça n'a pas vraiment pu arriver. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit d'une noyade accidentelle. Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait pu être impliqué et l'aurait poussé ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, mais j'espère que l'autopsie et le rapport toxicologique en révéleront davantage. Dave Aronberg, heureux de vous voir. Merci. Vous rappelez-vous le nom de votre Substack pour que tous puissent le voir? C'est soit Dave Aronberg officiel, soit officiel Dave Aronberg. Vous voulez les essayer? Vous verrez. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Et c'est tout pour le moment ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou que vous écoutiez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, X, Instagram, mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine.